Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis celui qui s'est complètement rasé et je le regrette absolument. J'avais presque pas envie de faire cette vidéo, mais j'ai pas le choix. Professionnalisme oblige, je dois vous parler de mes lectures. Tant pis, je ne ressemble à rien, j'ai l'air malade, tout ce que vous voulez, pâle mais j'assume. Et je vais compenser cette absence de beauté et d'élégance par une surabondance d'intelligence et de traits d'esprit. Malheureusement non, hein, n'ayez aucun espoir. Je suis bien trouillé, et même sans ma barbe, je suis toujours aussi... Barbant, j'ose le faire? Non, allez. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler mes lectures que j'ai commencées, que j'ai lancées. Ce sera donc des débuts de lecture, il n'y a pas d'avis définitif pour le moment. Si vous voulez voir mes avis définitifs, il y a ma vidéo des lectures du mois d'avril qui vient d'être publiée. Sinon, installez-vous, je lance le générique et on va parler de ces lectures qui viennent d'être commencées. A tout de suite. Jingle. Commençons par une œuvre difficile à expliquer, à résumer ou même à raconter, mais tant pis, j'aime beaucoup les challenges, j'ai plus ma barbe mais j'ai mon cerveau. Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude. Alors, comment vous résumer ça? On se situe en Amérique du Sud, à une époque qui est difficile à situer, dans un pays qui est lui-même difficile à situer, dans la petite ville de Macondo, si je ne dis pas de bêtises, et on suit la famille Buendia. À travers les années, à travers les âges, à travers les problèmes, à travers les naissances, à travers les mariages, à travers les amours, à travers les trahisons, à travers les tromperies, à travers la guerre, la révolte, tout ce que vous voulez, on part du père José Arcadia Buendia qui, pris de fascination pour l'alchimie, commence à tout dépenser pour se faire son petit laboratoire et découvrir des secrets incroyables, secrets que lui apportent un certain nombre de gitans, notamment, je ne sais plus son nom, un vieux gitan assez mystérieux, qui d'ailleurs à un moment donné meurt, finalement meurt pas, est là, et apporte des secrets incroyables, comme par exemple le secret de la glace. On part de cette histoire-là pour après raconter comment il a rencontré sa femme, Ursula, que j'adore, qui est mon personnage préféré, l'aventure et le destin de leurs 3 enfants. Et cette histoire va commencer à s'étendre. Là, j'en suis à la page 150 et c'est d'une confusion incroyable. Confusion parce que les personnages portent quasiment tout le temps les mêmes noms. Je me suis fait une espèce de schéma d'ailleurs, là vous voyez pas très bien parce qu'en plus il est pas complet, mais à un moment donné j'avais pas le choix. Où vous avez du coup José Arcadio Buendia qui va avoir un enfant qui s'appellera Arcadio. Lui-même aura un enfant, ou alors c'est peut-être pas lui qui a Arcadio Junior, enfin là j'en suis au 4e Arcadio. Donc je passe mon temps à les confondre. À un moment donné, on voit justement José Arcadio qui va voir une femme, et moi je croyais que c'était le père, et j'étais, oh non, il trompe Ursula. J'étais choqué, moi j'étais, mais comment il peut faire ça? Et en fait c'est pas lui, c'est le fils. Donc ça va. Cette histoire, elle est abracadabrantesque, ça part dans tous les sens, et c'est à la fois extraordinaire. C'est des histoires de 5 pages à peu près. Vraiment, on enchaîne comme ça. On va vous parler de la jeune fille qu'il récupère qui a tendance à manger beaucoup de la terre parce qu'elle est beaucoup trop angoissée et stressée. L'autre enfant qui prend une passion à son tour pour l'alchimie et qui n'arrive plus à dormir parce qu'il a la tête remplie d'idées et de choses. L'un des fils qui part faire la guerre et qui revient et qui décide de rentrer en révolte avec les conservateurs. La jeune fille Armanda, je crois, qui est très jalouse de sa sœur adoptive et qui décide de tout faire pour qu'elle ne se marie jamais. C'est vraiment des toutes petites histoires, mais à chaque fois de 5 pages. Et là, j'en suis à 150 pages, donc c'est, genre, 150 histoires. Vraiment, j'exagère vraiment pas du tout. C'est ultra dense. Si vous avez lu Blackwater, eh bien c'est un petit peu le même concept, mais vraiment en puissance 1000, comme si l'auteur avait pris de la drogue. Parce que en plus on a tout l'élément magique, les histoires extraordinaires, la malédiction qui pèse sur la famille et qui fait qu'apparemment ils ne sont que destinés au malheur et à l'horreur. Et c'est vrai, là où j'en suis, il n'arrive que des choses horribles. Il n'y en a pas un qui semble heureux et bien réussir. C'est une œuvre vraiment très complexe. J'adore. À chaque fois que je l'ouvre, je suis ébloui par la manière de raconter, par la poésie, par le talent. Et en même temps, je suis
constamment perdu, constamment plongé dans cet univers sur lequel on me donne pas grand chose pour me rattraper, parce que si au moins ils avaient des noms différents, à un moment donné, ça m'a fait beaucoup rire, parce que il y a quelqu'un qui a une nouvelle fille, et à la base, cette jeune fille est censée s'appeler Ursula, comme la grand-mère. Et la grand-mère, heureusement, dit non, on va pas l'appeler Ursula. Et là, je me dis, ouf, par pitié. Et elle dit non, on va l'appeler Remedios, comme un autre personnage. Je sais pas. J'ai pas encore été voir quoi que ce soit sur internet, je veux pas trop me renseigner sur la volonté de l'auteur, mais il y a une vraie énergie, vraie puissance créative qui s'en dégage, qui fait qu'on est constamment écrasé, et en même temps qu'on est émerveillé par la beauté, la simplicité des choses, des histoires qu'on nous raconte. Moi j'ai adoré le début avec le père, avec l'alchimie, avec toutes ces histoires qu'il découvre, il est fasciné par tout un tas de choses qui nous font rire, et lui pourtant c'est quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas où ça va mener, je sais pas si je vais tenir jusqu'au bout. C'est pas évident pour mon petit cerveau, je le répète, mais pour le moment, je continue. Le point négatif quand même, c'est qu'il y a plein d'histoires qui sont plus que douteuses. On se retrouve dans un petit village, on est dans une campagne, un perdu, dans une époque qui est pas le Moyen-Âge, on n'est pas là, mais en même temps, il y a des armes à feu, mais on est quand même dans une sorte de fin du Moyen-Âge. Et donc les mœurs le sont aussi. Donc vous avez un personnage qui va épouser une jeune fille de 14 ans, très très jeune par exemple, ou un autre personnage qui va partir à l'aventure, il revient, et finalement on tombe amoureux de sa sœur. Bon après finalement c'est pas sa sœur, mais quand même, à la base il le savait pas, et elle non plus. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont parfois un peu dérangeantes. Là pour le coup ça fonctionne avec ce qu'on veut nous raconter. La ville de Macondo, c'est ça, c'est une espèce d'étrange ville qui, à la fois moyenâgeuse, arriérée, étrange, où on croit encore à la magie. D'ailleurs, on croit, je veux dire, la magie est quasiment là, il se passe des choses terribles. C'est un étonnant roman, et pour le coup, j'y prends beaucoup de plaisir, mais je serais bien curieux d'avoir vos avis si vous avez un jour essayé de le lire, et ce que vous en pensez. Moi, je suis très dérouté. Je prends beaucoup de plaisir, mais c'est un plaisir qui me fait souffrir. Voilà, c'est beaucoup de souffrance. C'est 100 ans de solitude, 100 ans de souffrance. J'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite et ce qui va se passer avec cette terrible famille Buendia. Pour le moment, là, je pense que je suis sur les 20 premières années. Il m'en reste encore 80. Voilà. Espérons que ça me prendra pas 100 ans pour la lecture, mais j'avance tout doucement. Si je fais 20 pages par jour, je suis content. Ça faisait partie de mes objectifs cette année, c'était d'avancer dans Brandon Sanderson, les archives de Rochard, et j'ai donc débuté le Livre des Radieux, volume 2. Je dis débuter, mais en réalité, je suis déjà à 300 pages, et c'est tellement extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Je sais pas si c'est si bien que ça, mais moi j'adore. Je trouve que c'est facile à lire désormais, que c'est plaisant, les personnages sont intéressants, l'histoire est intéressante, et là je sens qu'on va apprendre d'autres choses. On va apprendre plein de choses. Là pour le moment il nous a rien donné dans ce tome, ou en tout cas il n'y a pas de choses, d'informations supplémentaires, mais le schmilblick avance, et je sens que là qu'on va avoir des réponses. Je me rapproche de la fin, je suis à 300 pages sur les 600. Il va forcément y avoir des choses. Ce que j'aime d'abord, c'est qu'on retrouve les personnages du tome 1. J'allais vous donner les noms, et en fait je me suis dit, c'est peut-être un peu des spoils, parce que même de vous donner les noms des personnages qui sont vivants, c'est vous dire qu'ils ne sont pas morts dans le tome 1, et c'est dommage, parce qu'à un certain moment, on se dit, tiens, il y a quand même des moments tendus. Hein. Chez Sanderson, tout le monde n'est pas vivant. On est toujours dans cet univers de Rorschach, c'est-à-dire sur cette planète qui est dominée par la tempête, par les foudres qui se produisent régulièrement, dans cet univers où vous avez d'étranges personnes qui sont capables d'absorber la magie contenue dans des sphères et leur permettre d'utiliser des pouvoirs extraordinaires. Ça va être d'être plus rapide, plus agile, ça peut être aussi de créer des illusions, ça peut être de glisser. On découvre un personnage qui est capable de se mettre à glisser sur le sol et donc à se déplacer et à être super fluide, avec aussi un pouvoir de régénération. Tous ces personnages-là qui sont pour le moment encore éparpillés, commencent certains à se regrouper tout doucement, avec cette angoisse
du compte à rebours. Il y a un compte à rebours très étrange. Le monde est face à une guerre terrible, une guerre qui n'est pas simplement une guerre entre pays, mais une guerre qui menace peut-être, je veux dire, l'entièreté de l'univers. Ça, c'est ce que moi je vous raconte, mais on est quand même face à des créatures qu'on appelle les néantifères. Néant, ça veut bien ce que ça veut dire. Et tout ça progresse, c'est un univers qui se construit royalement bien, tout s'emboîte parfaitement, et ça y est, moi qui étais perdu au tout début, ben là, pour le moment, je comprends, je sais de quoi on me parle, et j'adore ça. J'adore voir l'évolution des personnages, voir que cette évolution, elle n'est pas immédiate, c'est pas soudainement «Oh, j'étais un peu le râleur et je faisais confiance à personne, et soudainement, ça y est, j'ouvre mon cœur et j'aime». Non, les personnages prennent du temps à devenir amis, à s'entendre, et ils sont toujours face à un certain nombre de paradoxes, de dilemmes. C'est pas encore réglé leurs problèmes. Ils ont toujours une certaine rancœur vis-à-vis de ce qui leur est arrivé. Ils ont du mal à dire la vérité, à s'attacher, à se faire confiance. Et moi, j'adore ça parce que on les voit progressivement. Vous savez, c'est un petit peu comme de la romance, mais version amitié. On voit que progressivement, des personnages commencent à se lier entre eux avec des petits sourires, des petites remarques, des petites réflexions. C'est pas encore parfait. On sait que il va y avoir sûrement des soucis qui vont peut-être encore les éloigner, les fâcher, mais quand même, je trouve ça tellement plaisant de voir des personnages tout doucement devenir amis, c'est peut-être un peu fort, mais compagnons de route. Voilà. On voit un groupe qui commence à se constituer au fur et à mesure, et ça, je trouve ça très plaisant. C'est pas évident, j'allais dire, en fantasy, d'avoir ce trope-là, ou en tout cas aussi bien fait, de personnages qui n'ont rien à se dire au départ, qui ne s'entendent pas, et finalement, progressivement, qui vont se dire, allez, on sauve le monde ensemble. Il y a un petit côté un peu jeu de rôle, ces personnages qui se connaissent pas de ni d'Ève ni d'Adam, et qui vont, avec leurs différentes capacités, travailler ensemble, même s'ils ne sont pas toujours d'accord. Là où je suis un petit peu pas critique vis-à-vis de Sanderson, mais il y a toujours un duo qu'on retrouve. On l'avait déjà dans Les Fils des Brumes, on le retrouve là encore dans les archives de Rorschach. C'est le personnage un peu sombre, un peu solitaire, qui a un passé douloureux, qui vient d'un milieu défavorisé, qui va se lier avec un personnage qui vient d'un milieu favorisé, qui a aussi un passé sombre, mais beaucoup plutôt lié à la famille, et qui est plutôt du côté de l'érudition. Ce duo-là, on l'avait déjà dans Mistborn, et il me saoulait un tout petit peu parfois, parce que Sanderson a tendance à poser une égalité et à dire ces personnages-là sont opposés, et finalement sont complémentaires et se ressemblent, je suis d'accord, mais pour moi, c'est toujours un peu une fausse égalité parce que, je suis désolé, c'est pas parce qu'on a un personnage qui vient d'un milieu défavorisé, qui a souffert toute sa vie, que ses malheurs correspondent à ce qu'a vécu un personnage qui, lui, a été favorisé toute sa vie, mais a quand même ressenti des problèmes. Certes, il a eu des soucis, mais il n'a pas le problème du loyer à la fin du mois, lui. Il n'a pas ses problèmes d'argent. Donc même si effectivement les riches souffrent, je suis désolé, ce n'est pas la même expérience, ça n'a pas la même valeur. Et là-dessus, c'est un discours qui revient un petit peu souvent de manière un peu naïve, où on dit souvent au personnage qui a une vie horrible, le pauvre personnage. Il vit dans la misère, il est considéré comme moins que rien par la société, et on lui dit un peu «Ah, mais tu crois que t'es le seul à souffrir? C'est peut-être un peu de ta faute si il t'arrive que des choses horribles.» Ouais, je suis pas convaincu. D'ailleurs, ça me fait un peu doucement rire. Il y a un système de ce qu'on appelle les sombres iris et les pâles iris. Et moi, à chaque fois, j'oublie. Et pour moi, sombre iris, en gros, ça veut dire un personnage racisé qui a une couleur de peau, qui a par exemple la peau noire. Et pâle iris, pour moi, c'est les personnages qui ont la peau blanche. Et pas du tout, c'est juste lié aux yeux, en fait. C'est un système raciste, mais basé sur la couleur des yeux. Si vous avez les yeux sombres ou les yeux pâles, vous êtes favorisé ou non. Et donc Sanderson a voulu intégrer une dimension là dans son récit, mais je trouve que c'est un petit peu... Ouais, vouloir parler du racisme sans vouloir en parler. C'est un petit peu facile, je trouve que... Moi, à chaque fois, j'oublie en fait que voilà, que c'est pas des personnages qui ont une couleur de peau. Je trouve ça un peu, un peu gentillé. Je trouve qu'il aurait pu aller plus loin que ça, assumer complètement. Et en fait, il pouvait pas, je pense, parce qu'il voulait quand même qu'on s'attache aux personnages qui sont les fameux pâles iris, sachant aussi que vous pouvez... la couleur de vos yeux peuvent changer, en fait. Elle peut évoluer en fonction de ce que vous faites et de ce que vous possédez. C'est très rare, mais ça peut arriver. Donc,
Ça me perturbe un peu, mais voilà, c'est comme ça. C'est des petites, c'est toujours moi, hein. J'ai besoin quand même de trouver des éléments pas négatifs parce que ça me nuit pas à la lecture, mais ça me fait quand même doucement sourire. À côté de ça, il y a des passages où j'arrive pas à lâcher. Il y a eu un moment, j'adore parce que là, je me rends compte que je m'inquiète pour les personnages. Je sais que Sanderson est capable de les tuer. Il l'a déjà fait, il le fera sans problème. Alors quand soudainement il y a des moments de tension où on se dit waouh, qu'est-ce qui va se passer? Qui va mourir? Est-ce qu'il va y avoir un problème? Comment on va le régler? On n'arrive pas à lâcher le roman. Et je dois dire que ça m'arrive pas souvent en fantasy. C'est assez rare, quand je lis de la fantasy, de me dire je m'inquiète pour les personnages. Pas parce que je m'en fiche d'eux, mais parce que on sent que l'univers, c'est... Ils peuvent pas mourir. On sent que les personnages, c'est pas possible. Sanderson, il vous fait quand même bien sentir qu'ils peuvent mourir. Voilà. Que personne n'est utile, que tout le monde peut être remplacé. Évidemment, il y a les héros, on se dit les héros vont survivre jusqu'au bout, mais il n'y a pas que les héros, il n'y a pas que le personnage principal, il y en a d'autres tout autour que j'adore et que j'aime beaucoup. Je sais pas s'ils vont faire la fin, et je sais que mon cœur va être déchiré si ça arrive, et je m'y prépare. Donc, les archives de Rorschach, quand j'aurai terminé le livre des radieux, tome 2, j'aurai lu la moitié de ce qui est actuellement sorti, et c'est pile ce que je souhaitais. On est quasiment, on sera fin mai quand j'aurai terminé donc, le livre des radieux, tome 2. C'est chouette, franchement, parce que c'est exactement ce que je voulais. Là, j'adore vraiment, je suis tellement content. Vous êtes nombreux à me dire « Ah, j'hésite Sanderson, ça me fait un peu peur et tout ». Allez voir ma vidéo sur Mistborn si ça vous intéresse, si vraiment vous voulez vous lancer dans Sanderson. Je sais que c'est intimidant, mais je pense que je trouve, moi personnellement, que c'est une fausse réputation. Je trouve que c'est pas en réalité si difficile que ça, qu'il a un vrai talent pour raconter ses histoires et amener ses mondes. Certes, les mondes, ils sont complexes. Certes, les livres, ils sont assez gros, hein, ça va toujours faire 500-600 pages, mais je trouve qu'on n'est jamais perdu. Voilà, on est toujours bien accompagné, il sait raconter une histoire, ça c'est clair, et vous n'êtes pas constamment en train de vous dire « Attendez, c'est qui lui, on est sur quelle planète, il y a quoi ?» C'est même souvent des univers bien faits, mais relativement simples. N'attendez pas 50 villes avec 50 personnages. C'est souvent restreint, et là-dessus, heureusement, on n'est pas perdu là-dedans, parce qu'à côté de ça, il y a le système de magie qui, par contre, lui, est vraiment, vraiment bien fait. Je vous laisse avec Sanderson et je passe à la suite avec une autre saga. Voilà, donc mes deux lectures du moment. Il y avait une lecture parallèle que je faisais qui était La Roue du Temps, le tome 13, que j'ai terminé, mais je vous en parle pas plus pour le moment. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je prépare une vidéo particulière. Comme c'est le tome 14 et qu'il fait 1500 pages, c'est le dernier tome, c'est la fin, je vais en faire un vlog entier où je vais à chaque fois essayer de venir pour dire tiens là j'ai lu 20 pages, là j'ai lu 35 pages. Enfin non, si je fais ça, la vidéo va durer 1000 ans puisqu'il y a 1500 pages, mais en gros vous l'avez compris. Je veux faire quelque chose de très particulier parce que c'est quand même la fin d'une saga que j'ai commencé il y a je ne sais combien de temps. Et voilà. Je veux partager 100% de ce que je ressens dans cette vidéo finale et explosive qui est quand même un peu la consécration de cette lecture qui m'a pris tant et tant de temps, d'énergie et parfois j'allais dire, oui, d'énergie en fait, parce que des fois c'était désespérant et des fois j'ai trouvé ça génial et j'ai envie quand même de vous le dire. Donc je ferai une vidéo sur ce tome 14 précisément. Et après, quand j'aurai vraiment bouclé la saga, je ferai une vidéo entière pour vous parler de La Roue du Temps. S'il faut lire, s'il faut pas lire, s'il faut aimer, faut pas aimer, ce que j'en ai pensé, ce que j'ai fait, ce que j'ai souffert, est-ce que j'ai un tatouage désormais dans le dos représentant chacun des 150 pays de La Roue du Temps. J'exagère à peine, hein, il n'y en a pas 150, mais clairement, l'auteur, il en a mis 20 trop, ça c'est sûr. Je vous remercie, je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 belle journée, belle semaine, belle tout ce que vous voulez. On se retrouve très vite d'abord pour la vidéo FAQ et ensuite pour une vidéo pour annoncer ma pile à lire du challenge fantasy de ce mois-ci, mois de mai, hein, obligé, j'ai commencé comme ça, je terminerai comme ça. Ça n'a aucun sens, enfin je terminerai l'année, voilà, terminer l'année comme ça, l'anniversaire comme ceci, c'est plus logique, je ne vais pas arrêter ma chaîne, je vous rassure. On avance tout doucement, petit à petit, mais ça me convient parfaitement. N'hésitez pas comme toujours à me parler dans les commentaires des lectures qui vous sont proposées dans cette vidéo, des lectures qui vous sont proposées
auparavant. Si vous avez avancé dans quelconque lecture, n'hésitez pas à me le dire. Et des lectures que vous me suggérez, sait-on jamais. Si j'arrive à caser ça dans mon emploi du temps, qui est quand même... je lis 3 livres grand maximum par mois, donc, dont des sagas de 150 livres, donc effectivement ça va être compliqué. Mais de temps en temps, il y a quand même des petites choses où je me dis, ah tiens, ça j'ai envie un jour, voilà, pourquoi pas. Je garde espoir. Gardez espoir vous aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir tout le monde. Merci à vous. Bye bye.